la question, hein, Victoire, qu'on a posée à nos amis, c'est première séquence, c'est 1 heure, hein, donc de 10h30 à 11h30, c'est l'influence de la formation médicale sur l'organisation du système de santé. Oui, exactement. Et pour débuter, donc, on vous a demandé à chacun d'arriver en ayant préparé un petit propos, voilà, liminaire, et ensuite l'idée, bien sûr, d'avoir un débat et un échange. Peut-être que pour commencer, on pourrait débuter avec une première question qui est: quelles sont finalement les spécificités des formations médicales en France, et en quoi ces spécificités ont donc une influence sur l'organisation du système, et notamment peut-être sur cette hyper-spécialisation dont on parle? Alors, pour celles et ceux qui nous rejoindraient ou qui auraient moins l'habitude de nos travaux, on a demandé à Guillaume Bailly, qui est le président de l'ISNI, des jeunes internes, des internes. Merci Guillaume. Guillaume, tu es cardiologue, hein. Tu as d'ailleurs, je crois, dans ta spécialité des ambitions. Donc voilà, tu veilles à faire ta spécialité, à t'hyper-spécialiser finalement. À côté de moi, Patrice Diot, l'ancien président de la conférence des doyens de médecine, qui est pneumologue et qui a été également donc doyen de sa fac. On arrête là dans les présentations. Sylvain Gauthier, tu es à distance avec nous et tu es le directeur adjoint de santé publique de l'Université de Versailles, c'est-à-dire que tu es un médecin de santé publique, un PUH, c'est ça, PHU, pardon. Sylvain, tu es à Rennes, hein, je crois, aujourd'hui. Tu fais un cours, c'est ça, une intervention à l'EHESP. On a Luc Mouton. Alors, Luc Mouton, c'est le président. Bonjour, Luc. Je crois que tu es à Toulouse et tu es pour le congrès de la SNFMI, c'est-à-dire ta société savante que tu présides de médecine interne. Alors, ce qui nous intéresse, il y a 2 Luc Mouton pour nous. C'est-à-dire, il y a le président de la société savante de médecine interne. Donc l'interniste, c'est complètement dans notre sujet. Et puis tu as coordonné, je ne sais pas quelle est la fonction exacte, ton titre, mais pendant longtemps, je crois que tu ne l'es plus, mais tu as coordonné les spécialités, hein, le collège de spécialités. La coordination des collèges d'enseignants, en effet. Alors tu m'as posé la question à qui nous voulions nous adresser, et je t'ai répondu aux 2, mon général. J'ai pas fait le choix, tu regarderas, mais les 2 nous intéressent. Et puis Myriam Edjilali Goujon, qui nous est fidèle, hein, on est super content de t'avoir à nouveau. Et tu es radiologue, neuroradiologue, et tu es très investi, tu es PUPH maintenant, et tu es très investi dans ces questions de réflexion politique, stratégique, organisationnelle de la médecine. Ok, Victoire ? Oui, on commence en effet, et peut-être on peut donner la parole. Est-ce que Patrice peut-être souhaite intervenir dans un premier temps? Merci Victoire. Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que évidemment la question posée est on ne peut plus pertinente. L'offre de soins est indissociable de la formation médicale et en santé, et je rajouterais d'ailleurs indissociable de la recherche médicale. Et quand l'un ne va pas, c'est les 3 qui ne vont pas. Et c'est un peu la situation qu'a décrite au travers de l'offre de soins Gérard Raymond tout à l'heure. Je vais me focaliser sur le lien entre formation et offre de soins et vous dire que nous avons avec Pascal écrit tout ce que je pense et que je vais essayer de résumer dans un petit livre qu'il a ici. Là. Voilà. Alors, bon, déjà, si on ne définit pas ce qu'on veut faire de notre système de soins dans les 15 à 20 ans, je ne vois pas comment on peut aborder la question de la formation médicale. Puisque si on n'a pas défini comment doit être organisée cette offre de soins, quelle est la place des professionnels, quelle est la place du médecin, qui ne pourra plus être ce qu'elle a été et ce qu'elle est aujourd'hui, quelle est la place des nouvelles professions, on a tout faux. Or, ce travail n'a jamais été fait que je sache. On a des ministères, je ne vais pas en dire quoi que ce soit ce matin, mais en particulier au niveau de la santé, qui sont accaparés par le quotidien. Tous les jours, il y a des grandes urgences et personne ne prend le temps, personne n'a le temps réellement de réfléchir à ces questions qui sont absolument fondamentales et qui conditionnent donc, pour les doyens que nous sommes, des objectifs de formation. En fait, on ne sait pas quel est le cap. Donc on nous reproche de ne pas bien former les futurs professionnels de santé, mais si on n'a pas de cap, comment peut-on faire? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est cette notion entre
médecin généraliste et autres spécialités, parce que je le confirme, la médecine générale, c'est bien une spécialité ô combien éminente. C'est très bien de dire qu'effectivement, c'est le socle, en tout cas, de l'offre de soins médicale. Alors, je voudrais rappeler que on a dit tout à l'heure qu'on avait, je crois, Dominique a dit, moins de 80 000 médecins réellement exerçant la médecine générale. Ouais. En Allemagne, ils sont 55 000. En Allemagne, ils sont 55 000. Simplement, chaque médecin généraliste est adossé à 3 assistants médicaux. En France, on a énormément de mal à installer cette nouvelle profession que sont les assistants médicaux. Un médecin généraliste en France a une patientèle en moyenne de 1000 patients. En Allemagne, c'est beaucoup plus important. Pas parce que les médecins sont plus efficaces, ou en tout cas, s'ils le sont, c'est parce qu'ils ont des assistants médicaux. Les spécialistes, effectivement, on développe de plus en plus des surspécialités. Ça m'a frappé, moi, en 2015, au moment des attaques du Bataclan, au moment de l'attentat du Bataclan, d'entendre ensuite dans la presse dire que des internes de dermatologie qui étaient présents place de la République se sont révélés moins efficaces que les secouristes et qu'un certain nombre d'internes de dermatologie ont fait des massages cardiaques prolongés à des gens qui malheureusement étaient morts pendant que les secouristes mettaient des garrots et évitaient les hémorragies mortelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la formation médicale, et ça quel que soit ce qu'on veut faire de l'avenir de l'offre de soins, il faut restaurer des socles communs. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de socle commun, plus suffisamment. Et j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Elle est largement partagée par d'autres, mais il faut restaurer des socles communs. Et je dirais peut-être tout à l'heure comment je vois l'évolution de la formation médicale pour restaurer ces socles communs sans rajouter des années supplémentaires d'études, parce qu'on est dans une inflation qui n'est pas raisonnable. Cela dit, c'est le 3e point, la formation médicale n'est pas plus longue en France qu'ailleurs, et le nombre de spécialités, je crois que Dominique l'a dit aussi, ça tout à l'heure, n'est pas plus important en France qu'ailleurs. Donc il faut arrêter aussi de se battre la coulpe en disant qu'on n'a fait que des bêtises. Les autres les ont faites aussi. Et les autres, d'ailleurs, sont dans les mêmes situations de démographie médicale que nous. On dit que les Pays-Bas, ça va mieux, évidemment. C'est de la taille d'un département français, donc c'est quand même plus facile. Mais quand on se compare aux pays auxquels on doit se comparer, la situation est à peu près la même. Je vais peut-être arrêter ici parce que ce que j'aimerais détailler ensuite, c'est plus dans la formation médicale et si ça vous intéresse, on y reviendra. Merci beaucoup, parfait. Alors tiens, puisque on a demandé à chacun de faire 5 minutes à peu près là, d'introduction liminaire, donc tu n'en as fait que 3,39, j'en profite pour faire un peu de pub sur notre bouquin. Enfin, c'est pas uniquement pour faire de la pub sur ce bouquin, mais nous avons décidé avec Patrice qu'un an après sa sortie, ou 9 mois ou 10 mois, enfin bon, le temps que les choses se mettent en place, nous allons le diffuser gratuitement par une décision que nous avons prise tous les deux avec notre éditeur pour essayer de le diffuser alors par voie, par le système, je ne sais pas comment il s'appelle, enfin par voie, par Internet, par digital, la voie digitale. Et voilà, pour simplement, nous avons décidé ça, j'allais dire, au lendemain de ce qui se passe sur le plan politique, et on s'est dit qu'après tout, nous y avions réfléchi avec l'Université du changement en médecine qui a soutenu un peu ce projet, et que donc cela nous permettrait de mettre en évidence l'importance de nos sujets dans le débat politique et citoyen. On va le faire, c'est décidé. Donc on va le faire avant l'été. Donc on va vous l'adresser parce que tout le monde ne l'avait pas acheté. Même si, effectivement, beaucoup d'entre vous nous avez fait l'amitié de le lire, parce qu'on avait eu pas mal d'échanges. D'ailleurs, sur lequel on dit 2 ou 3 choses, quand même, malgré tout, que les médecins... J'ai pris, en t'écoutant 4 titres, de chapitres. Les médecins sont au cœur de la cité, on a écrit. La santé publique, c'est un rendez-vous manqué. Il y a l'emprise de l'hôpital, mais ça, tu le redéfiniras peut-être. Et puis, il y a une idée qui est un peu forte et qui est visiblement pas partagée par tout le monde, loin de là, dans les échanges que l'on a pu avoir, réuniversitariser la médecine. Et ça mérite effectivement d'être expliqué dans la logique que nous portions, en tout cas dans notre projet. Merci. Peut-être, Luc, je sais que tu es en plein congrès qui va s'ouvrir à Toulouse. Donc on va te donner également la parole là en deuxième, si tu veux bien.
Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour cette invitation. Euh, Il y a, je pense, un sujet très important à aborder quand on parle de la formation médicale en France et notamment de la formation initiale, qui est la manière d'accueillir les étudiants en stage. Et la première singularité, c'est au moment du premier et du second cycle, où quand on reçoit nos collègues, futurs collègues européens via Erasmus, on s'aperçoit que le système français donne une formation très importante au lit du patient, en stage, et que les étudiants français ont beaucoup plus accès aux patients, plus précocement et plus longtemps que dans les autres pays européens. Le deuxième élément très important et différenciant, c'est la manière de concevoir le troisième cycle. Et ça a été un tout petit peu abordé, c'est que la plupart des pays européens et les États-Unis et le Canada voient en fait la formation, et là je me cantonnerai à la médecine et j'éluderai la chirurgie, mais pour donner un exemple, c'est que un tronc commun de 2 à 3 ans, entre guillemets, de médecine interne générale est requis dans la plupart des pays, en Belgique, en Allemagne, au Danemark, etc. Et ensuite vient la spécialisation de 3 ans pour devenir pneumologue, gastro-entérologue, cardiologue, etc. Et en France, on a choisi un modèle très différent, et ça il y a bien longtemps, en choisissant de rentrer directement dans la spécialité. Et en rentrant directement dans la spécialité, en fait, on n'a pas ce tronc commun de médecine interne, ce qui est à l'origine, en fait, d'une potentielle spécialisation précoce et donc perte de compétences, entre guillemets, générales, qui peut après se ressentir dans les services. Et ce qui est important dans ce contexte, c'est qu'on a mis dessus la réforme du troisième cycle des études médicales. Cette réforme du troisième cycle des études médicales avait dans sa conception des stages libres pour encourager la transversalité. Et en fait, ces stages libres sont utilisés pour faire des options ou des formations spécialisées transversales qui sont en lien avec la formation dans la spécialité. Et donc, on a quelque chose qui n'était pas voulu, mais qui est en tuyau d'orgue, où les collègues s'hyper spécialisent et souvent maintenant arrivent à la fin de leur DES en n'ayant pas fait de stage en dehors de leur spécialité ou de la formation spécialisée transversale qu'ils embrassent. Et donc, on est dans une situation où cette hyper spécialisation voit en plus des prémices, puisque dans la réforme du second cycle, on a souhaité mettre des éléments différenciants pour aller vers tel ou tel groupe de spécialité en intitulant rang B des intitulés de connaissances qui correspondaient à des choses qui n'étaient pas dans un tronc commun qui lui est de rang A. Et dans ce rang B, eh bien, les notes des étudiants ou questions ayant trait à ce rang B vont permettre de les orienter vers tel ou tel groupe de spécialité. Et donc, il faut reconnaître que dans notre pays, et ça ne date pas d'hier, on a une démarche qui, en fait, on va dire, nuit fortement à la transversalité. Et j'en parle d'autant plus que j'exerce une spécialité très transversale qui est la médecine interne, où on s'occupe de malades voilà, dans des services où on les accueille de façon non programmée et où ils peuvent être atteints, entre guillemets, de tout type de pathologie médicale, alors qu'on a nous-mêmes une spécificité dans les maladies rares et les maladies systémiques. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais c'était pour lancer un peu le débat sur ces différents aspects. Non, 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 non. Même dans une certaine mesure, on reviendra en tout cas, on redéfinira. On peut repréciser certaines choses. La médecine interne, en fait, je l'ai non pas découverte évidemment avec toi, mais il y a deux ou trois remarques que je voudrais faire parce que je l'ai un peu étudié grâce à toi, puisque nous avons fait également grâce à par l'UC2M, pardon, et grâce à toi et à des internistes, nous avons fait une conférence de concertation qui est donc une manifestation qui rassemble un peu toutes les parties. Et alors, je me suis dit une chose, je voudrais avoir peut-être ton sentiment. J'ai compris deux choses.
Alors cette conférence de concertation, attends, je reprécise les choses. Elle était donc très ouverte, c'est votre spécialité vis-à-vis de l'extérieur. Hein. C'est-à-dire que vous vous êtes présenté un peu avec des enjeux vis-à-vis des autres spécialités, des directeurs d'établissements institutionnels, journalistes, enfin, etc. Donc des gens, vous vous êtes un peu présenté un peu la vitrine de ce que vous faisiez. Et ça venait après de vraies interrogations que votre spécialité avait, notamment dans les états généraux, parce qu'on n'a pas fait ça au hasard, c'est parce que dans le fond, vous ressentiez une nécessité de le faire, voire, disons les choses clairement pour aller vite, un malaise que vous pouviez avoir. Moi, j'ai compris deux choses. La première, c'est que cette médecine interne, elle était telle que vous l'aviez, que nous l'avions ici en France, mais qu'ailleurs, ce n'était pas pareil. Et que, par exemple, dans des pays très proches, Italie, etc., en fait, la médecine interne était vécue très différemment et peut-être d'ailleurs avait une place beaucoup plus centrale qu'elle ne l'a chez nous. Bon. Et deuxième chose, je me suis dit que c'est vraiment une discipline de la complexité, c'est-à-dire que c'est pas facile, effectivement, de tout comprendre parce que vous traitez plusieurs sujets. Hein. Vous avez des sujets, finalement, de prise en charge de pathologie sociale, parfois, ou médico-social, et puis de l'autre côté, les prisons, par exemple. Enfin, j'ai découvert ça. Et puis après, également, vous êtes des hyper spécialistes dans les maladies rares, tu vois. Et alors, quand je me suis interrogé pour faire cette conférence de concertation avec vous, j'ai interrogé des camarades, je ne les citerai pas d'ailleurs, pas tous, quelques-uns, des spécialistes, voire des médecins généralistes, mais enfin surtout des spécialistes qui nous disent « Ah ben oui, non, mais d'accord, mais ils voudraient bien avoir notre champ d'activité, mais c'est quand même le nôtre. » Bon. Donc voilà, si je suis cardiologue, et c'est pas pareil, je suis plus spécialiste qu'eux, ou si je suis pneumologue, enfin je dis pneumologue, mais je pourrais dire autre chose, c'est quand même à moi d'eux. Enfin voilà. Dis-nous un petit point là-dessus, sur complexité, discipline de la complexité, et en quoi finalement, si vous aviez une place différente, ce serait mieux. Je vais essayer d'être bref. Globalement, la médecine interne, c'est un état d'esprit. C'est accepter l'inconfort permanent. Le collègue spécialiste fait 80% du temps toujours la même chose et donc est dans la répétition. Nous, en aval d'urgence, malheureusement, on est dans une très grande diversité, ce qui nous oblige à avoir des rouages dans un certain nombre de spécialités et sans prétention d'arriver quand même à résoudre les problèmes simples dans un grand nombre de spécialités. Donc ça, c'est un état d'esprit et on est à une époque où on observe une hyperspécialisation qui est liée en fait à deux choses. Il y a d'abord l'évolution technologique qui va vers une complexité croissante quand on veut traiter un accident vasculaire cérébral, traiter en endoscopie une tumeur sans que ce soit une intervention chirurgicale, etc. Et d'un autre côté, en fait, quand on fait quelque chose de complexe tout le temps, on le fait bien, et c'est très intéressant pour le patient qui en bénéficie. Et on est aussi dans une société qui évolue, et c'est très confortable intellectuellement de répéter régulièrement la même chose, parce que la prise de risque est moindre. Et donc, pour moi, l'évolution sociétale va également dans le sens de l'hyperspécialisation, parce que ça va dans la conception qu'ont les jeunes voilà, d'un métier qui n'est pas un casse-tête quotidien. Et les internistes, en fait, sont confrontés à la problématique du diagnostic, à la problématique d'une prise en charge complexe. Loin de moi de dire que les autres spécialistes ne le font pas, mais comme on doit faire cette prise en charge complexe, que souvent les médecins traitants, malheureusement, il n'y en a pas assez en soins primaires, à peu près un quart de nos patients n'ont plus de médecin traitant. Certains n'ont plus accès, voilà, on parlait des dermatologues tout à l'heure. Moi, j'ai des patients qui me demandent de l'aide pour leurs problèmes dermatologiques parce qu'ils ont rendez-vous dans un an. Et en fait, voilà, on s'occupe globalement du patient. Alors moi, ça me convient très bien et ça me comble, mais c'est à l'encontre de l'évolution de notre système de santé qui est fragmenté. Et par exemple, notre président de l'ISNI est onco-cardiologue et il comprendra exactement ce que je veux dire. Mais la difficulté, c'est comment s'articule l'hyperspécialiste avec une prise en charge globale. Nous, on a des patients qui ont 2 neurologues ou 2 hématologues, et c'est quelque chose qui est quand même très étonnant, et qui peuvent avoir 7 ou 8 correspondants réguliers.
Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué, et donc on se transforme quelquefois un peu en chef d'orchestre, et c'est quelquefois difficile d'arriver à joindre les collègues pour se mettre d'accord. Voilà. J'espère pas avoir été trop long. Non, mais merci, merci Luc. Et on a l'impression qu'on a notre place aujourd'hui. Voilà. Bon. Alors, je me demandais si je passais la parole à Sylvain, mais peut-être à Guillaume d'abord. Oui. Ah oui, non, mon Dieu, c'est vrai, mon Dieu, excuse-moi. Myriam, à toi. Bonjour à tous. Alors déjà, je m'excuse parce que je vais devoir partir. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un projet qui est passé à BPI France et donc qu'on a la chance d'avoir un oral dans 10 minutes. Donc je reviens juste après. Moi, je suis PUPH de radiologie, neuroradiologue sur l'université Versailles-Saint-Quentin et Paris-Saclay. Et je vais vous expliquer un peu ma façon de voir les choses, parce que la formation, c'est quelque chose qui me motive, tout comme la recherche. C'est pour ça que j'ai voulu être universitaire. La première chose, c'est qu'en fait, ma formation à moi, quand je reprends il y a 20 ans, lorsque j'étais interne, elle a beaucoup changé. Et ça, c'est toujours positif de se le rappeler. Et donc, je reprendrai juste une citation de Saint-Augustin à laquelle j'ai pensé en venant, qui était de dire « Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme ». En fait, je pense qu'on est en train d'aller vers un chemin. On ne ferme pas les yeux, on ne va pas tête baissée. Il y a des étapes qui sont validées, certaines étapes qui ne le sont pas, et on s'oriente. Moi, ce que je dis toujours, que ce soit aux premières années de médecine auxquelles j'enseigne, aux externes, aux internes et ensuite, c'est qu'en fait, on peut reprendre la devise républicaine. Quand on est dans le soin, c'est la fraternité. Ce que l'on veut, c'est aider l'autre. Le patient, il vient à nous parce qu'il a un problème de santé. Il est, quelque part, libre dans le choix de la porte d'entrée dans laquelle il va rentrer dans le système de soins, et cette liberté, elle est importante. On le voit de plus en plus. Il y a des patients qui vont être suivis dans un hôpital, qui vont ensuite avoir un suivi en ville, et qui vont, par exemple, d'un point de vue radiologique, aller dans le privé, dans le public, et bien évidemment, c'est leur choix. Et nous, ce que l'on doit faire par rapport à ça, et notamment parce que ça change beaucoup, parce que l'offre se diversifie, nous, ce que l'on doit faire, c'est apporter une égalité dans le soin. Et orienter ce soin au mieux, et je vais y revenir, notamment par la partie IA et numérique en santé. Donc, première chose que je dis toujours, ce qui compte, c'est le patient. Le patient, c'est le centre de notre système de soins. Qu'est-ce qu'il a ? Il a des besoins qui sont multiples, qui peuvent être simples sur des pathologies simples et très complexes sur des pathologies très complexes. Ça veut dire que je rejoins Patrice Diot dans la notion du socle commun. Il faut savoir répondre de façon commune à un socle de base qui est très nécessaire pour ces patients, et heureusement. Et en même temps, il faut que l'on aille vers de l'expertise. Ensuite, ce que je montre à mes étudiants, ce que j'essaye de faire sur le terrain, parce que je pense que le pragmatisme, c'est l'organisation territoriale des soins, c'est de faire que chaque personne, en fonction de ses appétences, soit au bon endroit de la filière qui va lui permettre d'être aidant pour le patient. Et finalement, ça, c'est pas si facile, loin de là. Pourquoi ? Parce que dans l'idée de la coordination des acteurs autour du parcours de soins patients, on passe de quelque chose de très centralisé, j'espère que vous me rejoindrez là-dessus, version un hôpital défini par ses murs, et donc il y a ce qui se passe dans l'hôpital, et ensuite je transfère le dossier et ou le patient pour un avis ailleurs, mais ce n'est plus mon problème, à une vision qui doit être une vision organisationnelle, beaucoup plus transversale et qui implique des coordinations autour du patient. Donc finalement, le parcours de soins patients est en train de changer. Notamment parce que l'expertise, qui n'est pas à mettre en opposition avec le socle commun de connaissances à avoir, au contraire, il faut l'utiliser comme un outil précieux. Le but, c'est que quand un patient a une pathologie qui nécessite une expertise, il y ait accès le plus rapidement possible. Et le parcours de soins doit être réfléchi à l'échelle régionale là-dessus. Mettre tous les acteurs compétents en lien, ce n'est pas facile, parce que déjà, il faut savoir où ils sont et lesquels ils sont. La HAS, par exemple, travaille là-dessus,
Et je prendrai l'exemple du parcours épilepsie patient. C'est récemment un protocole qui a été mis en place avec l'ensemble, ou en tout cas une bonne partie des représentants des médecins spécialisés autour du parcours épilepsie pour donner une labellisation particulière à certains centres, notamment d'imagerie, qui vont dire « je suis en capacité de faire un bilan d'épilepsie avancé à certains patients ». Il n'y a pas de problème si les centres n'ont pas cette capacité-là. Ça reste une pathologie qui est peu fréquente. La seule chose, c'est qu'il faut que les patients sachent où l'expertise est. Encore une fois, je pense que dans ce qu'il ne faut surtout pas, c'est opposer expertise et non-expertise. Il n'y a pas de non-expert, il n'y a que des bons soignants lorsque l'on fait ce que l'on sait faire. En revanche, lorsque l'on est mis en difficulté parce que l'on fait quelque chose dans lequel en fait on n'est pas forcément bon, c'est là où ça peut avoir un impact négatif pour le patient. Innovation, recherche et industrie, il ne faut pas l'oublier. Je pense que toute l'énergie qui peut se mettre sur la construction du parcours patient, elle doit être connue des patients. Et finalement, je crois qu'on a un travail à faire dans la communication de l'existant et de ce qui se met en place. Et deux, s'appuyer sur les études, sur la recherche et sur le rôle, notamment, des nouvelles technologies. Je vais vous prendre 2 exemples très courts. Le premier, la sclérose en plaques. Sclérose en plaques, pathologie qui va toucher les patients avec 2 pics de fréquence aux alentours des 25 ans et ensuite un pic de fréquence un peu plus tardif, qui donne une maladie que l'on appelle démyélinisante du système nerveux central, donc des plaques, c'est pour ça qu'on appelle ça la sclérose en plaques, qui viennent par poussée et de façon continue altérer la fonction cérébrale. Cette maladie est une maladie au long cours. Et cette maladie au long cours, elle a comme conséquence un potentiel handicap qui peut être parfois très lourd pour les patients. Ça touche également la moelle et donc ça donne un handicap avec des patients qui peuvent être paraplégiques. Maladie donc grave. Quel est le marqueur d'évolutivité qui actuellement change la thérapeutique de ces patients? C'est lors du suivi dans le temps, la présence d'une nouvelle lésion sur une IRM. Or, que font les patients? Ils changent de centre entre chaque IRM parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir un rendez-vous le plus rapide possible. Et je les comprends. Donc, comment est-ce que l'on fait? Eh bien, finalement, ça peut être une base de départ d'une réflexion régionale de mise en lien de l'imagerie aidée par de l'intelligence artificielle où le patient serait central et où l'expertise viendrait non pas au moment de la lecture dans le centre, moi, imageur qui lit une IRM. Alors, il y a ce temps-là qui est très important, mais il va y avoir un autre temps, et je crois qu'on est tous en train de développer ce second temps. C'est un temps d'avis et d'expertise global sur un dossier. Quand il y a une pathologie complexe, il faut qu'il y ait ce temps qui soit reconnu. Actuellement, en tant que PUPH, dans ma région, ça représente 30% de mon activité, les relectures d'examens complexes. Ce n'est pas valorisé. C'est un problème. Je fais ça sans aucun retour. Cependant, pourquoi je le fais? Parce que je sais que c'est utile. Et là, on revient sur la notion de fraternité. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire là-dessus. Merci beaucoup. Alors, surtout, comme on veut que tu gagnes ton truc, on te libère et tu reviens. Et tu reviens après. D'accord, moi j'ai pris pas mal de notes, donc je te réinterrogerai quand tu reviendras. Je disais, après avoir m'être surpris de ne pas avoir oublié Myriam, on ne peut pas l'oublier, mais enfin, de ne pas avoir respecté ce que j'avais dit. Je réfléchissais à l'idée, est-ce que c'est là le bon intervenant, est-ce que c'est Guillaume ou est-ce que c'est Sylvain peut-être? Peut-être que quand même on va rester sur Guillaume, et après Sylvain, ça te permettra de répondre un peu plus globalement à cette question assez fondamentale que de manière un peu globale, ce que en général les médecins de santé publique savent faire. Enfin, nous l'espérons. Pas sûr, mais on va voir. Guillaume. Bon, bonjour à tous. Donc, Guillaume Bailly, président de l'ISNI, effectivement cardio-oncologue, comme cela a été rappelé. Alors déjà, il y a un élément qui est très concret, c'est qu'on vit une époque absolument exceptionnelle.
J'entendais du coup ma collègue dire que la formation avait évolué. Et il y a un indicateur qui est très parlant, qui nous montre à quel point ça évolue à une vitesse qu'on ne voit pas défiler. C'est l'espérance de vie. Je regardais ce matin, je travaillais un petit peu les chiffres de l'adresse. Et l'espérance de vie en 1970 pour une femme était de l'ordre de 73 ans. Aujourd'hui, en 2024, à la naissance, une femme a la chance, ou pas, de vivre 86 ans. Ça veut dire qu'à l'échelle de l'humanité, il y a eu quand même assez peu de bonds aussi importants et aussi rapides que celui que nous sommes en train de vivre au cours de ce dernier siècle. Ça, c'est un élément très concret qui fait qu'on doit, nous, se pousser à se réinventer en permanence en tant que médecin, en tant que soignant, pour nos patients. Un élément qui est très concret. En France, vous savez qu'on a une espérance de vie qui est parmi les meilleures au monde, en tout cas parmi les meilleures en Europe. On est deuxième, derrière les Espagnols notamment. Seulement, il y a un élément sur lequel on est un peu moins bon, et c'est l'espérance de vie en bonne santé. Là encore, on perd des classements et on devient septième en Europe. Devant nous, il y a des pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme la Grèce ou comme l'Irlande. Donc il n'y a pas forcément de gradient nord-sud sur ce dernier élément, mais c'est un élément qui est très concret, qui prouve qu'en France, on ne vit pas forcément, on ne vieillit pas aussi bien que ce qu'on devrait l'être. Et donc quand on prend un petit peu justement la racine du problème, il faut s'intéresser un petit peu à comment sont formés nos médecins. Alors on a deux écueils de sélection, comme vous le savez. On a le concours de première année, à l'époque PACES. Moi, je l'ai passé il y a une dizaine d'années maintenant, 11 ans pour être précis. Qu'est-ce qu'on nous disait en PACES? On nous disait qu'il fallait qu'on maîtrise des données de biochimie, de biophysique, des éléments qui a été très concrets. Je me souviens avoir appris par cœur le cycle de Krebs avec les molécules. Je vous passe les détails, j'en serais bien incapable de le faire aujourd'hui. Mais en tout cas, je peux vous assurer que 11 ans après, je n'en ai pas sorti la moindre expertise ni la moindre expérience positive pour mes patients. Voilà, en tout cas. Ce cycle de Krebs qui a traumatisé des générations entières d'étudiants, mais plus encore, puisque celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de réussir médecine se souviennent de la médecine juste à cause de ce cycle de Krebs. Bon. Et donc, il faut qu'on se pose des questions un peu concrètes. Moi, ça m'a interpellé, monsieur Doyen, quand vous m'avez dit quand vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des internes en dermato qui n'étaient pas capables de faire un massage cardiaque. J'ai commencé très tôt l'engagement, j'étais secouriste à 15 ans, j'ai appris à faire des massages cardiaques grâce à la protection civile, je faisais des gardes avec le SAMU à l'époque. Voilà. Donc j'ai eu cette volonté de me former, et effectivement, je pense qu'à cet âge-là, j'étais mieux formé qu'un interne de dermato, alors que je n'avais pas eu le cursus médical. Petit problème d'ordre général. Il y a un élément qui est très concret. On nous pousse du coup à être sélectionnés en première année, comme je vous l'ai dit, sur des données qui ne sont pas forcément très adaptées, très corrélées au terrain. Et quand on est plus tard dans la course pour choisir notre spécialité et notre ville, là, en tout cas à mon époque, ça a changé, mais c'était des connaissances qui étaient très poussées. Je me souviens, monsieur Mouton, du syndrome d'Evans, je ne sais pas pourquoi j'ai retenu ça, l'anémie et la thrombopénie auto-immune, ça ne me sert absolument à rien, mais je m'en souviens, voilà, j'étais capable de le cocher hyper facilement et à la vitesse de la lumière. Il fera faire oxyroropoparo. Voilà. Exactement. Tout ça pour vous dire qu'on est une population qui vieillit pas aussi bien que les voisins européens, et il y a peut-être une donnée qui a été oubliée dans l'équation, c'est la prévention. Je suis cardiologue, et donc forcément c'est le cœur de mon métier, sans mauvais jeu de mots bien évidemment. La prévention, c'est l'essence même de ce que je porte à mes patients. Quand j'envoie un patient à domicile, quand j'envoie un patient en dehors de l'hôpital, je n'ai pas envie qu'il revienne en boomerang. Et pour ça, il faut que je fasse de l'éducation à la santé, comme vous l'avez dit Gérard. Et pour autant, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir eu une formation à la prévention aussi poussée qu'elle aurait dû. Donc on est dans une médecine qui est très, très curative, hein, on est hyper spécialiste très rapidement. À titre personnel, je suis cardio-oncologue, donc c'est une spécialité de la cardiologie. J'ai fait un stage libre en médecine interne, parce que ça m'intéressait particulièrement et parce que j'étais dans une optique de transversalité. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que ces stages libres sont plus souvent utilisés pour un petit peu épaissir son parcours de surspécialiste. Un élément qui est très concret. Pourquoi on se pousse à se surspécialiser? Je regarde un peu, je suis un petit peu hors donc je vais être hyper rapide. Pourquoi on se surspécialise? Parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas valorisé de devenir généraliste. En cardiologie, un cardiologue général ne sera pas aussi valorisé qu'un cardiologue qui fait de la coronarographie, de la rythmo ou une autre spécialité.
Et puis, ça n'est plus suffisant. Bien évidemment, vous l'avez rappelé, on ne s'intéresse plus à la médecine à l'échelle de l'organe, on s'intéresse à la médecine à l'échelle de la molécule, du gène, et on s'intéresse aussi à la pertinence de ce qu'on prescrit. Je lisais ce matin, j'aime bien lire le matin, un article scientifique sur les CAR-T-cells, qui est une fameuse thérapie importée des États-Unis qui coûte 300 000 euros par patient. Donc autant vous dire qu'il faut évaluer l'impact. Et les CAR-T-cells, ce matin, cet article disait, paru dans le New England, qu'il y avait des cas de lymphome secondaire aux CAR-T-cells. Donc toute la question de la pertinence de ce qu'on prescrit, des effets secondaires, de la iatrogénie, et de jusqu'où on va pousser la médecine pour être pertinent dans le soin sans être délétère pour nos patients. Alors que les missions de base, on les maîtrise pas forcément comme on se devrait. Et enfin, dernière donnée, moi, qui m'interpelle, je l'avais sorti, je ne vais pas vous parler de l'IA, c'est un peu comme Churchill, moi j'ai mes notes et je fais semblant de ne pas en avoir, de ne pas les lire, mais j'ai mes antichèses qui sont sous les yeux. Il y a un élément qui moi, me bouleverse. Je suis cardio-oncologue, donc forcément, je m'intéresse un petit peu non plus à guérir mes patients, mais comment ils vont guérir et comment ils vont bien guérir. Et on a un problème, la maladie du XXIe siècle, c'est le cancer. L'OMS prévoit à peu près 70% d'augmentation d'incidence d'ici 2050, ce qui fait qu'une femme sur 10 aura un cancer du sein, et qu'aujourd'hui, en 2024, la première cause de mortalité d'une femme diagnostiquée cancer du sein, c'est les toxicités cardiovasculaires des chimiothérapies anti-HER2, anthracycline, plus que le cancer du sein en tant que tel. On bascule sur, bien évidemment pas dans toutes les thérapies, parce que le cancer du pancréas, on a un corps très mauvais, etc. Mais vous voyez, on bascule sur l'interrogatoire qu'il faut se poser, c'est la pertinence de ce qu'on prescrit et comment on forme les jeunes médecins à se réinterroger sur ce qui se pose. J'avais prévu une toute dernière minute, mais je suis hors délai et je vais me faire engueuler, vous l'avez dit, je me retrouve complètement dans ce que vous avez dit, le fait de rencontrer les autres professionnels de santé qui, eux aussi, qu'ils soient dentistes, qu'ils soient... je pense aux dentistes parce que je parlais avec mon collègue des dentistes ce matin, je fais beaucoup de choses ce matin avant de venir, qui me racontait qu'eux aussi sont... sont soumis à l'hyperspécialisation assez rapidement. Donc ils font plus forcément de détartrage, ils font maintenant des prothèses, des couronnes, etc. Et eux aussi, ils sont très vite cloisonnés. Et je pense qu'on a besoin, en mot de fin, de se rencontrer en tant que professionnels de santé, que ce soit les pros de santé, mais aussi les administratifs, pour essayer d'avancer main dans la main là-dessus. Et les usagers, les patients également. Oui, alors tu as la tête du médecin, tu as un cerveau de médecin, de spécialisé, tu as aussi un cerveau de syndicat, donc ça te donne aussi capacité à penser peut-être plus global. Ok, je demanderai à Gaëtan de nous faire une synthèse de cette première table ronde, enfin cette première séquence. Bon, maintenant, on va demander à Sylvain également d'intervenir dans les mêmes formes à peu près. Merci d'être avec nous, Sylvain. Merci beaucoup, Pascal. Désolé d'abord de ne pas être parmi vous. Je suis effectivement en déplacement à Brest, mais pour un congrès en pédagogie médicale, donc c'est un peu le sujet finalement, la Sophracim. Et je suis ravi de pouvoir participer, même à distance. Encore une fois, merci pour votre invitation. Donc, comme tu le disais, je suis médecin de santé publique et praticien hospitalier à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Je vais essayer d'appréhender le sujet qui est majeur, bien évidemment, et qui mériterait énormément de discussion, mais sous des angles finalement peut-être un peu plus sociologiques, parce que j'ai vu dans votre question sur l'influence de la formation médicale sur l'organisation du système, peut-être deux sous-questions, me semble-t-il. D'une part, quels sont les impacts de la formation médicale sur le système de santé et son organisation? Et de ce point de vue-là, il y a déjà eu pas mal de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas faire de la redite. Et puis d'autre part, ce sera peut-être l'objet d'une deuxième intervention, mais la formation médicale peut-elle être un levier pour finalement transformer le système de santé et sous quelles conditions dans ce cas-là? Et ça, je pense que c'est aussi un autre sujet voilà, de connexion. D'abord, juste en préambule, moi, j'ai été un peu interpellé par la note que vous avez diffusée, puisque vous parliez de l'hyperspécialisation comme liée au développement scientifique et technologique. Je crois que Luc en a reparlé tout à l'heure. Voilà, appelant d'ailleurs derrière une rationalisation de l'activité. Alors pour moi, c'est qu'une partie de l'histoire de l'hyperspécialisation. Et je pense qu'il faut au contraire, alors j'entendais aussi Luc nous dire, attention, l'hyperspécialisation, ça peut être une forme de confort face à la complexité de la santé dans les prises en charge.
Je crois qu'il faut surtout avoir une lecture socio-historique du processus de spécialisation, parce que il me semble que on ne peut pas se retrancher derrière l'idée que c'est une façon, une forme inéluctable, une tendance inéluctable à aller vers cette segmentation du corps médical. On serait comme pas responsable de ça parce que effectivement ça nous échappe, c'est de l'ordre de la science et de la technique. En réalité, c'est un processus qui répond à des logiques profondément politiques et administratives, hein. Patrice Pinel l'explique très très bien dans ses travaux. On a un processus de spécialisation qui émerge au sein de la profession médicale, mais il n'y a rien d'anormal là-dessus, hein. Toutes les professions ont cette tendance à l'éclatement, à la segmentation, à la divergence au sein de leur collectif, hein. C'est Talcott Parsons, c'est Elliot Friedson qui le disent très très bien. Donc de ce point de vue-là, voilà, il y a une forme de prise de conscience à avoir que le corps médical est dans une production aussi sociologique quand il crée de la spécialisation. Et cette spécialisation, elle part de l'hôpital. C'est un processus au départ hospitalier, hein. Patrice le sait très très bien, parce que dans l'ouvrage de Stéphane Le Boulaire, on avait fait un chapitre sur ce sujet. C'est un processus qui est dès le 19e siècle, qui part de l'hôpital et qui répond à des enjeux de prise en charge distincts des enfants, des blessés, des femmes en couche, etc. Et c'est au sein de cette institution hospitalière que petit à petit la spécialisation apparaît. Et que par la suite, en réalité, c'est secondairement qu'il y a une réappropriation par l'université de cet enjeu de spécialisation, mais au milieu du XXe siècle, de façon officielle, avec une reconnaissance de la spécialisation de façon officielle en 1949. Donc voilà, ces 44 spécialités qu'on connaît aujourd'hui, en réalité, elle est pour une bonne partie la résultante d'une organisation universitaire, de la recherche, de la segmentation des savoirs médicaux. Et donc, elle a produit ce qu'on sait, c'est-à-dire que chacun voulait sa spécialité. Et je prends ma part aussi en santé publique, hein, puisque évidemment, on peut se questionner sur la pertinence de maintenir des spécialités comme la médecine de santé publique. Alors, si j'essaie effectivement d'aborder les impacts de la formation médicale sur le système et son organisation, je crois qu'il y a des enjeux évidemment de qualité du système, d'efficience, de satisfaction aussi des patients à avoir une formation de qualité, ça on l'a dit. Il y a cette question de la spécialisation qui apparaît comme une forme de nécessité, mais qui renforce le cloisonnement et la difficulté des prises en charge avec une segmentation que décrivait le professeur Mouton tout à l'heure. Et puis ça produit aussi, et ce sera peut-être l'objet de la deuxième table ronde, des hiérarchisations des spécialités. Et donc une désaffection pour certaines, parfois, et donc des problèmes à terme d'accès aux soins dans certaines spécialités. La formation, c'est aussi, me semble-t-il, ça a été dit, le compagnonnage, une confrontation à une vraie vie. Et ça, c'est très intéressant de se garantir que pour le système, il y a bien des professionnels de santé qui restent en prise avec la complexité des prises en charge et complexité de la santé dans toute sa globalité. On n'a pas parlé beaucoup formation continue, mais il me semble que c'est aussi un champ important à questionner, puisque c'est un gage d'innovation dans le système et de façon permanente. La place de la prévention, Guillaume en a parlé, je ne reviendrai pas sur ce sujet, mais c'est un point majeur, bien évidemment, vous l'imaginez, en tout cas pour moi. Il y a le manque de formation probablement aussi en management et leadership, qui conditionne de façon criante ensuite derrière le système, son organisation, son fonctionnement. Je m'attendais également à ce que Guillaume aborde le vécu de la formation, mais je pense que ça, c'est un point aussi qui conditionne derrière le système, à savoir que la rudesse des études perçues par les étudiants peut parfois conduire à des formes de désintéressement pour certains modèles, comme le modèle HU par exemple, on le sait, hein, il y a des étudiants qui veulent fuir rapidement le système hospitalier. Et je terminerai également en insistant sur ce qui, à mon avis, conditionne de façon criante le système et son organisation. C'est ce que j'appellerais l'épistémologie de la formation. C'est-à-dire dans quel paradigme on se place quand on construit la formation de nos étudiants en santé. Et de ce point de vue-là, là encore, Guillaume le touchait du doigt, la consolidation des formations médicales, elle a été fondée sur le rapport de Flexner, vous savez, du début du XXe siècle, qui a conduit à la réforme de 58 des études médicales en France également,
une appropriation, un apprentissage d'abord des sciences biomédicales, le fameux cycle de Krebs dont parlait Guillaume, qui devait précéder l'apprentissage des disciplines cliniques pour devenir un plein soignant derrière, et donc passer de l'homme de science au thérapeute. Ça, finalement, ça a imprimé de façon évidente une vision très atomiste, très segmentée, très positiviste de la société, de l'homme, de l'individu, une forme d'ontologie réductionniste, c'est-à-dire une vision de l'homme à travers ses organes, à travers sa molécule maintenant, etc. Et donc voir l'individu à travers sa biologie et la société comme une somme d'individualité. Or, on sait bien que ce sujet, c'est une mise en tension, mais que la société, elle se construit pas essentiellement sur cette somme d'individualité. Et donc, il y a des enjeux vraiment forts. Hein. Il y en a qui ont écrit sur ce sujet, Thierry Pellaccia, par exemple, sur l'enjeu de faire évoluer la formation médicale pour y intégrer très tôt les sciences sociales, proposer l'intégration des savoirs, et puis également transformer les choses pour qu'il y ait un vrai transfert des apprentissages, c'est-à-dire la mise au service des différentes formations, des différentes disciplines, dans la prise en charge des individus, la capacité des étudiants à mobiliser les savoirs pour soigner. Et donc, je crois vraiment que la formation qui aujourd'hui est celle qu'on construit dans nos facultés de médecine, elle va conditionner considérablement le positionnement du médecin dans la société, ses interventions, la nature de sa production. Et donc, il est important d'intégrer, ça commence à se faire à travers le service sanitaire, à travers tout un tas d'autres types d'enseignement, les sciences humaines et sociales en première année, etc. Mais l'importance de vraiment ouvrir le médecin sur les enjeux sociétaux et ce dialogue qu'appelait de ses voeux Patrice. Voilà. Merci beaucoup. Non, tu as respecté le temps. Je pourrais aborder, si vous le souhaitez, dans un deuxième temps, cette question de comment la formation peut être un levier de transformation du système, parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire sur ce point. Ouais. Merci Sylvain, c'est parfait. Tu nous prouves que avoir une formation de santé publique, c'est utile pour avoir une vision un peu globale des choses. Ok, on a terminé cette première séquence. Je pense que Gaëtan, tu pourrais peut-être essayer de nous, à la fois de nous permettre de dialoguer avec nos amis ici dans la salle ou ceux qui sont à distance. On va se dire, on a 10 minutes, quoi. Alors, ne fais pas 10 minutes, hein, c'est 10 minutes de la séquence. Parce qu'on a plein de questions. Au contraire, parfait. Je vais pouvoir synthétiser en 1 minute 30 et lâcher quelques questions autour de la table qui seront en fait un peu les conclusions de ce que vous avez pu dire auparavant. Moi, ce que j'ai retenu de vos interventions, c'est un peu un phénomène si je vais dire le mot, de fatalité. C'est-à-dire que ce phénomène d'hyperspécialisation, c'est un phénomène naturel, global, qui dépasse la France, qui touche l'Europe, qui touche le monde. Mais c'est un phénomène, comme tous les phénomènes sociaux, qui peut être dirigé en partie, qui ne l'est pas, soit par impensé, soit par incompétence à le faire. En tout cas, il ne l'est pas, donc on laisse naturellement les choses se faire, et donc elles vont vers plus d'hyperspécialisation, etc. Ce qui marche bien, mais qui a un certain nombre de limites, ce qui me permet de vous poser ces questions-là. Les limites qui viennent évidemment à l'esprit, c'est que le phénomène d'hyperspécialisation, il est naturel, il est plutôt efficace, mais il a une des limites, c'est qu'il est dépendant du pool de personnes qui spécialisent. Je m'explique par là, c'est que lorsque les effectifs sont trop faibles, le bénéfice de l'hyperspécialisation commence à se faire ressentir, bien sûr. C'est-à-dire que si on n'a que des hyperspécialistes mais qu'on n'est pas capable d'assurer l'essentiel, l'élémentaire, et bien là ça devient problématique et ça devient même contre-productif. Je reviens à ce qui a été dit par plusieurs intervenants, c'était la question du socle commun. Et donc on a l'impression que justement parce qu'il manque de personnes, puisque les effectifs sont trop faibles, eh bien, le socle commun il est plus important encore. En réalité il aurait toujours été important. Mais maintenant il ne devient pas important, il devient indispensable. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est celui de la plasticité des formations que je viens arracher un peu de ce qui a été dit. Ça, c'était l'introduction Dominique qui disait, en gros,
Il y a des professionnels qui sont formés. Sur ceux qui sont formés, il y en a qui exercent, il y en a qui n'exercent pas. Si on va un peu plus dans le détail, il y en a qui exercent que... En fait, ce qu'il faudrait raisonner, c'est en termes de temps, en de temps humain, parce qu'il y a ceux qui exercent, mais qui exercent en quart-temps, etc., etc. Il y a ceux qui se barrent parce qu'ils voudraient faire autre chose. Et donc, il y a la question aussi de la capacité, de la plasticité de la formation, c'est-à-dire celle à changer, à avoir une activité un peu différente. Il y a des ouvertures qui sont faites, je ne les détaille pas, elles sont plutôt bien connues. Aujourd'hui, on peut changer de spécialité, etc. Ça reste quand même très très lourd. Donc en gros, c'est pas plastique du tout. On dit ce serait bien que, mais c'est quand même très très lourd. Donc globalement, je pense que ce sera vraiment aux marges, mais on n'aura pas vraiment une capacité à se respécialiser, à surspécialiser, à changer pour être toujours dans la clinique. Donc ça, c'est une question qui est extrêmement importante. Et puis, la dernière, qui n'est plus une question polémique, mais qui m'est venue à l'esprit, lorsqu'on fait un stage dans un CHU, on l'a vu, le CHU, par définition, pour tout un tas de raisons, lui, c'est le summum de l'hyperspécialisation, ce qui s'explique très bien pour des questions de recherche, etc. Mais ces services très spécialisés, c'est aussi des terrains de stage. Et lorsqu'on parle de questions de socle commun, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est est-il toujours pertinent que les jeunes fassent des stages dans des services de CHU à partir du moment où on se rend tous compte qu'ils sont finalement trop spécialisés? C'est ça, il y a une espèce de, si vous voulez, de phénomène terrible, c'est de dire il faut qu'ils aient des compétences globales, mais ils font des stages dans des services. Moi, je me souviens, en neurologie, ne serait-ce qu'à Toulouse, il n'y avait pas un service de neuro, il y en avait 4. Donc évidemment, quand je sortais, je connaissais un peu sur la CEP, absolument rien sur le vasculaire, sur les AVC, etc. Donc la question que je pose aux universitaires, parce que c'est une vraie tension profonde intérieure, c'est de dire est-ce que le CHU, aux phases précoces, est toujours un si bon terrain de stage pour former des praticiens avec des connaissances et des compétences globales? Ouais, bravo, je pense que tu poses quelques vrais sujets. Est-ce que vous voulez dialoguer avec nous, là? Oui, vas-y, Anne. Bonjour et merci Anne Dedane. En complément de ce qui a été dit, moi j'aurais une question en 3 parties. Le socle commun, quoi, quand et comment? Tiens, moi j'ai un petit commentaire parce que tu en as parlé notamment quand tu as parlé, mais je crois que c'est valable aussi pour les pharmaciens qui sont en train de cette histoire-là d'autonomisation qu'ils ont eue, et notamment les dentistes, chirurgiens-dentistes, odontologistes, etc., qui sont beaucoup battus dans les années, je ne sais plus combien, 70, 80, pour être autonomes, d'avoir des facs autonomes, parce que ça a été la garantie en réalité de leur indépendance, parce qu'ils étaient un peu maltraités par les médecins, et puis d'autre part de leur réussite finalement économique, quoi, et même plus qu'économique. Enfin, c'était leur affirmation de leur spécialité. Et finalement, ça a entraîné malgré tout une très faible capacité à dialoguer. Donc, mais de notre côté, tu vois que là, mais ça c'est Patrice qui va répondre, avec la réforme, les pharmaciens, un peu moins les dentistes, j'ai l'impression, mais les pharmaciens, avec le premier cycle, enfin la passe, même les passes finalement, enfin oui c'est ça. Et en fait, ils sont extrêmement malmenés parce qu'en fait, les étudiants veulent pas aller chez eux, alors qu'à l'époque, finalement, c'était peut-être plus simple. Enfin, ce point. C'est lié à la formation, je crois. Alors, je pense que le socle commun, moi, je le conçois au tout début des études de santé, de façon à développer la pluriprofessionnalité entre l'ensemble des professionnels de santé qui ne se connaissent pas. Et puis, je le conçois ensuite comme un creuset partagé par l'ensemble des médecins, un peu plus tard dans les études de médecine. Alors, au départ, comment faire? Le système PASLAS que vient d'évoquer Pascal Morel, personne n'y comprend rien. Personne n'y comprend rien. Donc ça colle pas et il faut le revoir. Les doyens ont compris. Oui, rassure-moi. Oui, mais la société n'a pas compris. Nous rassure, est-ce que les doyens ont compris et les profs? La société n'a pas compris. Or, c'est à la société de décider, en particulier pour ce qui est des objectifs qu'on se donne de santé publique. Et quand je disais tout à l'heure qu'il fallait qu'on se donne des objectifs et que les ministères regardaient ailleurs, en fait, il faudrait qu'on puisse interroger la société pour savoir ce qu'elle veut. Alors, donc, une option pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que dans la réforme PASLAS, il y a des avantages, il y a des choses qui sont intéressantes. Ce serait de pousser l'interprofessionnalité en allant vers une licence santé commune à tous les futurs professionnels de santé. Licence
qui ensuite, comme dans le reste de l'université, débouche sur un master, qui peut être un master médecine, qui peut être un master pharmacie, etc., y compris maïeutique, puisque la maïeutique est une profession médicale. Donc là, on développe, c'est ce que disait Gérard Raymond tout à l'heure, une véritable interprofessionnalité et une ouverture culturelle qui est absolument indispensable. Pour ceux qui rentrent ensuite dans les études médicales, le master, bon, effectivement, l'hyperspécialisation, elle est nécessaire. Mais enfin, je ne disais pas tout à l'heure que les internes de dermato, ils ne savaient pas faire de massage cardiaque. Je disais qu'ils massaient des morts. C'est encore pire. C'est encore pire. Bon, donc moi, je pense que là, on doit pouvoir rétablir un creuset en raccourcissant la durée, c'est un peu technique ce que je vais dire, hein, en raccourcissant la durée du deuxième cycle des études médicales, parce qu'on a rallongé les études médicales et ce n'est pas une bonne chose. On doit pouvoir faire aussi bien, voire mieux, en moins de temps, et donc faire basculer la dernière année du deuxième cycle en une première année commune à l'ensemble des spécialités médicales, où alors, on entretienne des compétences de base comme le massage cardiaque, certes, mais il n'y a bien sûr pas que ça, hein. Il y a toutes les compétences sociales, toutes les compétences des sciences, des sciences humaines et sociales qu'il faut réinjecter, mais en faisant des enseignements, si vous voulez, qui soient partagés à l'ensemble des spécialités médicales. Le but, à la fin, c'est aussi quand même de faire en sorte que les médecins, dans leur ensemble, voient leur exercice complètement évoluer. Je pense qu'on n'a pas suffisamment intégré, je le redis, hein, c'est globalement que la représentation qu'on a encore aujourd'hui, et je suis persuadé que c'est assez partagé dans cette salle, hein, et au-delà encore plus, du rôle du médecin est totalement dépassée. Moi, je suis pneumologue, ça a été dit par Pascal Morel. Je vois en consultation des gens qui ont traversé la région, parce qu'il n'y a plus beaucoup de pneumologues, venir me voir pour le suivi de ce qu'on appelle une BPCO. En fait, la décision que j'ai à prendre est uniquement fondée sur une mesure de souffle qui pourrait être faite à domicile par un infirmier de pratique avancée, même un kinésithérapeute, etc., si vous voulez. Donc je pense qu'il faut revoir ça. Et puis j'arrête après, parce que je ne veux pas être trop long, mais il faut aussi, pour ce qui est des médecins généralistes, dont le rôle, je le redis, est absolument éminent, concevoir que leur exercice va du plus simple, qu'est le renouvellement d'une ordonnance ou un certificat d'aptitude au sport pour les élèves, jusqu'à des décisions médico-sociales lourdes. Et moi, je pense qu'il faudrait concevoir un système de rémunération souple, qui soit adapté à l'importance de la tâche. Alors, non, mais c'est maintenant la transition avec la deuxième table ronde que l'on va avoir, et c'est à Paul Frappé. Oui, bien sûr. Oui, tu vas répondre. Non, mais c'est Paul Frappé qui répondra. Mais moi, j'ai une question là-dessus. Est-ce que vous avez donné, vous, doyen, suffisamment de place, Paul Frappé va être content, j'imagine, si je dis ça, est-ce que vous avez, vous, doyen, donné assez de place à la médecine générale ? Moi, comme j'ai quand même dit à Patrice, mais parce qu'on est entre nous, je lui ai dit, je vais te poser une question un peu dégueulasse, est-ce que tu es d'accord ? Moi, je suis très frappé par le fait que même dans ta conférence des doyens, Dieu sait si on a été proche, j'ai jamais vu un médecin généraliste, un prof de médecine générale. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et ça fait plusieurs fois que je te l'ai dit. Quand on a écrit ça, je t'ai posé 10 fois la question. On ne l'a pas traité, vraiment. Parce qu'on n'a pas osé. Parce qu'on n'était pas d'accord. Non, je pense d'abord, ce n'est pas une question qui me gêne du tout. Au contraire, je pense que c'est une question qui est extrêmement pertinente. Il y a différents niveaux de réponse à la question, donc je pense que ce serait trop long de détailler, hein. Je pense moi aussi que, encore une fois, je l'ai suffisamment dit, la place de la médecine générale doit être renforcée à la fois dans le système de soins, mais aussi dans la formation. Les choses ont quand même bien évolué. Quant à la difficulté pour un médecin généraliste de devenir doyen, et j'espère bien que ça arrivera un jour, hein, c'est que l'engagement du doyen, c'est un engagement à temps plein, en fait. Moi, j'étais 10 ans doyen. Au fur et à mesure que j'acquérais de l'expérience là-dedans, je reculais finalement dans mon exercice professionnel. Et un médecin généraliste aujourd'hui qui est rémunéré à l'acte, je pense, n'aurait pas la possibilité de consacrer le temps nécessaire à la conduite des affaires d'une faculté de médecine. Voilà, il y a plein d'autres explications, mais je vais m'arrêter à celle-ci, qui n'est pas une explication de facilité. Guillaume, vas-y. Non, c'est pour répondre à votre question. Moi, j'identifie 3 valences sur lesquelles on est très mauvais en formation. On a parlé bien évidemment de la prévention. Ça, c'est un élément sur lequel il faut qu'on rattrape notre retard. Un autre élément, c'est le management. Ça a été dit, je ne sais plus par qui, mais on arrive en fait en premier jour de l'internat, on doit gérer des équipes d'infirmières, d'externes et tout. On n'est pas aguerri à ça. Encore moins quand on passe un concours très informatique, on passe des QCM. Là, ça a un petit peu évolué, mais le management, à mon sens, c'est absolument indispensable pour les internes et puis plus tard pour nommer également les PUPH derrière. Donc la prévention,
le management, et merde, le troisième, ça va me revenir. Non, et puis non, alors nouvelle technologie, et puis non, tout simplement, en fait, une connaissance du système de santé beaucoup plus importante. On ne connaît pas nos collègues, on ne connaît pas ce que font les pharmaciens, quand les IPA arrivent, on a l'impression que c'est la menace ultime, etc. On ne connaît pas le quotidien de nos collègues. Quand moi, je passe 2 semaines avec des infirmières sur 11 ans d'études, en 2 semaines, je n'ai pas la possibilité d'appréhender leur quotidien, tout ça. Alors, je vois un petit peu ce qu'elles font. Une aide-soignante, c'est pareil. Un pharmacien, voilà. Donc, je pense que ça doit être tout simplement mis dans le socle commun. Prévention, management et connaissance du système de santé de manière plus générale. La gestion de nos débats, bon, c'est rapide, tout ça, mais après, on va plus loin, s'entend dans sa globalité. Donc, comme nous avons une deuxième table ronde et qu'on a 5 minutes de retard, on l'ouvre parce que Paul Frappé devait intervenir. Je demande seulement à Sylvain ou à Luc si vous avez, comme vous êtes à distance, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter ou on peut passer à la seconde partie, la seconde séquence, deuxième épisode. Luc, pour pas se... Oui. Ce que proposait Patrice Dio sur profiter de cette 6e année comme une phase d'oxygénation et de réajustement identitaire presque. Moi, je crois vraiment profondément, et on l'a vu avec l'infodémie, on l'a vu avec aujourd'hui les difficultés à la politique vaccinale, etc., qu'aujourd'hui, il y a une défiance du corps social à l'endroit du corps médical, et qu'il faut que vraiment il y ait une prise en compte de ce sujet dans la formation pour que véritablement il y ait un réarrimage du corps médical au corps social. Je crois qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Parce que sinon, en fait, on va continuer à créer une perte de sens pour les acteurs, les professionnels, mais aussi pour les soignants. Tu vois, Sylvain, j'ai été finalement convaincu par Gérard, parce que ça fait longtemps qu'il le dit, par cette grande loi santé. En fait, le fait que ces élections... qui se présentent quand même comme une forme de tragédie, fait que je pense qu'il faut se réenclencher peut-être par ce que Gérard avait dit. Il faut dire qu'il avait plaidé ça depuis très longtemps. J'y croyais qu'à moitié, mais enfin, maintenant je me mets à y croire. Luc non. Oui, c'était juste pour dire que le souhait de réduire de telle manière le programme que ça libère, entre guillemets, une 6e année est une chose, et Patrice sait très bien que j'ai participé à sa réduction, entre guillemets, pour arriver au résultat actuel qui n'est pas une vraie réduction du tout et qui est encore un programme pléthorique. Et je pense que ça va être un combat très difficile à mener parce que chaque hyperspécialiste n'arrive pas à concevoir que les étudiants n'aient pas à apprendre ce que lui exerce tous les jours. Et donc, je pense qu'il va y avoir une psychothérapie collective à faire pour prémédiquer l'ensemble des collègues au moment où il va falloir faire cette réduction pour arriver à un programme qui prenne en compte l'interdisciplinarité, plus de place pour la simulation, pour les gestes pratiques et pour les stages. Alors, il répond 10 secondes. Oui, non, simplement, Luc, pour dire qu'en 6e année, aujourd'hui, on a essayé de plus grand-chose entre les EDN qui sont passés et puis les échos à la fin de l'année. Donc, si on est intelligent, on doit pouvoir remettre du contenu partagé, préparant cette culture commune absolument indispensable qu'on a abandonnée. Donc, je ne pense pas que du tout ça pose de problème si on veut le faire. Quand on veut, on peut. Dans la salle, ici, j'ai un de mes copains qui vient nous voir amicalement, qui n'est pas médecin, mais qui est à la fois un organisateur issu de grande école de commerce. Et je pense, en le voyant, je me dis, finalement, ce qui nous manque beaucoup dans les formations médicales, c'est une formation qui soit tournée vers le résultat. Et en réalité, dans les écoles de commerce, je pense quand même que... Alors moi, j'ai pas fait les écoles de commerce, mais enfin, je fais Sciences Po. Je crois qu'on avait... C'est pas un bon exemple, mais enfin, un moyen exemple. Mais enfin, dans les écoles de commerce, je les ai fréquentées pour en avoir parlé avec toi en particulier. Je pense que quand même, on est beaucoup plus tourné vers le résultat, alors que... et ce qui permet d'avoir à la fois un esprit pratique et effectivement de bien voir l'application de ce que l'on fait. Enfin, bon, ça répond un peu à ta remarque.